Des milliers de prises de parole ont fait émerger des récits qui ont trop longtemps été tus. Nous avons enfin accepté d'écouter ces voix que l'on préférait ignorer. Nous avons vu paraître des ouvrages qui ont marqué l'opinion, comme ceux de Vanessa Springora, Le consentement, ou de Camille Kouchner, La Familia Grande. Nous avons lu des milliers de témoignages bouleversants de victimes qui ont été recueillis par des commissions inédites, comme la commission sur les violences sexuelles dans l'Église catholique ou la commission de l'inceste et des violences sexuelles faites aux enfants. Le nombre de condamnations de majeurs pour viol a augmenté, de plus de 30% depuis 2017 et de 129% en cas de viol incestueux commis sur des mineurs. Mais ce n'est pas assez. Face à l'ampleur de ce fléau, il faut aller plus loin, beaucoup plus loin. Chaque année, en moyenne, 217 000 femmes âgées de 18 à 74 ans sont victimes de viols, tentatives de viol ou agressions sexuelles. Pour les violences sexuelles commises à l'encontre de nos enfants, les chiffres sont terrifiants. Toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle, soit 160 000 victimes mineures chaque année. Encore aujourd'hui, une plainte n'est déposée que dans 19% des cas et 12% dans les cas d'inceste. Cette proposition de loi tente dès lors d'apporter 3 réponses. Ce qu'il y a de spécifique dans l'inceste, c'est leur cible. Leur cible, ce sont nos enfants, vulnérables par nature. Leur durée aussi, souvent des années, et la stratégie implacable mise en place par les bourreaux. Un parent, un grand-parent, un frère, un oncle, un ami de la famille, une figure donc de confiance, d'autorité, crée une normalité alternative, isole sa proie, la dévalorise, inverse la culpabilité et verrouille sa parole. Les témoignages des victimes révèlent toujours ce même processus. Ils me disaient « tous les papas font ça et tous les papas sont les premiers ». C'est notre secret. Ils disaient que c'était moi qui le provoquais. L'enfant victime se retrouve alors prisonnier de sa sidération car la violence des actes le plonge dans un état où il ne peut pas réagir. Prisonnier de sa confusion car il ne comprend pas la gravité des faits et il n'a pas de mots à son âge pour les expliquer, pour les dire. Prisonnier de son silence car il craint les représailles, la perte d'un soi-disant lien privilégié, la destruction à venir de sa famille. Ce silence n'est pas un choix, c'est une impossibilité. La mémoire finit par revenir, souvent des années, voire plusieurs décennies plus tard, à la naissance d'un enfant, au cours d'une conversation, en lisant un article, en regardant la télévision ou quand le bourreau décède. Et lorsque ressurgissent alors les souvenirs, ceux-ci doivent encore surmonter le poids écrasant de la honte et de la culpabilité qui peuvent, eux, à leur tour revenir. Et trop souvent, quand les victimes trouvent enfin la force de parler, quand elles sont prêtes à engager les démarches, la justice, elle, leur répond « prescription ». Il fallait parler avant. Cette prescription, trop longtemps utilisée comme un bouclier par ceux qui ont commis l'indicible. Mais ce que nous savons, c'est que pour les victimes, rien ne s'efface. Je vous livre ici l'un des témoignages recueillis par la Civise. Quand j'ai enfin eu la capacité d'aller parler, de mettre des mots, j'ai compris aussi qu'à ce moment-là, il était trop tard pour aller en justice parce qu'il y avait cette fameuse prescription. Et moi, je considère que j'ai pris perpète pour la vie. Celui qui m'a violée, incestuée, lui, il n'a pas pris perpète à vie. Quand moi, enfin, j'ai réussi à me dire « Ok, je vais plus loin dans les démarches », en fait, la prescription était là et c'était fini pour moi. Classement sans suite pour les auteurs, mais jamais pour les victimes. Lorsque la procédure pénale peut être engagée, ces violences se doublent de l'épreuve d'un procès. Je pense au témoignage d'une victime qui ne s'attendait pas à, je cite, devoir raconter des parties de sa vie intime, sexuelle et familiale à des inconnus et qui pense vraiment que c'est un traumatisme supplémentaire. Je n'ose évoquer dans ces murs d'ailleurs certaines des questions insupportables qui n'ont rien à faire dans un tribunal et qui ajoutent une nouvelle violence aux victimes. Aussi, le gouvernement est favorable aux amendements déposés par la rapporteure et de nombreux groupes parlementaires visant à rétablir l'article 1er de cette proposition de loi, visant l'imprescriptibilité civile des viols commis sur des mineurs, leur permettant de pouvoir obtenir une réparation. Alors, pourquoi au civil? Puisque je sais que cette question est revenue dans la commission. Parce qu'au civil, il s'agit de reconnaître une faute et de réparer un dommage, sans les confrontations éprouvantes des procès pénaux. Parce que la procédure est écrite, évitant aux victimes de devoir s'exposer à des questions qui dégradent, des regards qui accusent et des traumatismes qui s'intensifient.
Celui qui viole un enfant doit savoir qu'il n'est jamais à l'abri, qu'il ne pourra plus jamais dormir tranquille, qu'à tout instant, la justice pourra passer. Il est temps pour lui aussi de connaître l'intranquillité, cette même intranquillité qu'il a imposée à vie à ses victimes. Qui pourrait s'opposer à ce principe simple et essentiel de réparation pour nos enfants? C'est aussi pour cela que le gouvernement est favorable aux dispositions de l'article 2 de cette proposition de loi qui élargit le principe de prescription glissante introduit par la loi 2021 pour les violences sexuelles commises sur les majeurs. Les délais de prescription doivent pouvoir être prolongés si la même personne viole ou agresse sexuellement, parfois des dizaines d'années plus tard, une nouvelle personne et que cela soit commis sur des personnes majeures ou mineures. Nous faisons en sorte que chaque victime sache qu'elle peut parler, même des années plus tard, et que sa parole ne sera jamais vaincue par le temps. Enfin, nous devons ouvrir les yeux sur la réalité des violences faites aux femmes. Ces violences, elles ne se résument pas aux coups. Elles ne commencent jamais d'ailleurs par les coups. Les femmes ne sont pas stupides. Si nous étions battues, tabassées, si nous avions une main qui se lève sur nous dès le premier jour, alors nous partirions en courant aussitôt. Les violences prennent des formes insidieuses. Elles s'infiltrent dans notre quotidien par des comportements apparemment anodins, des mots, des regards, des interdictions qui petit à petit isolent, détruisent l'autonomie des femmes jusqu'à les réduire à l'impuissance lorsque surviennent les violences physiques, sexuelles et psychologiques. Surveiller les horaires, les fréquentations, les interdire, tracer un téléphone portable, un GPS, vérifier le moindre euro dépensé, conduisant la victime à avoir peur de tout et tout le temps. De nombreux pays, comme la Grande-Bretagne, le Canada et certains États américains ont déjà inscrit cette forme de contrôle, le contrôle coercitif, dans leur législation, reconnaissant ainsi sa gravité et sa spécificité. Je sais qu'ici, nous partageons la conviction de l'importance de les prendre en compte. C'est pourquoi je vous invite à adopter l'amendement proposé par la rapporteure qui vise à introduire la notion de contrôle coercitif dans notre code pénal pour en créer une infraction spécifique. Mesdames et messieurs les députés, au moment où vous vous apprêtez à vous prononcer sur ce texte, gardons à l'esprit que la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants ne peut plus être seulement l'affaire des victimes seules, les victimes qui ont passé leur vie souvent murées dans le silence. Elle doit devenir le combat de toute notre société. Nous ne pouvons pas laisser cette opportunité s'éteindre dans l'inaction ou dans l'indifférence. En écoutant ces moi aussi, en les écoutant vraiment, nous ne les réduisons plus au silence. Il y a une fois, je cite, où j'ai tenté de me défendre, où je l'ai giflé, où il m'a étranglée par colère, au point que j'en perde connaissance. Je pensais vraiment que j'étais en train de mourir. Ce qu'il a fait par les suites, c'est qu'il m'a carrément brûlé la langue avec une cigarette pour être sûr que je ne parle pas, que je ne parle jamais. Il m'a clairement dit que si je parlais, si je le disais à qui que ce soit, il me ferait bien pire. Écoutons-les et rendons leur justice aujourd'hui. Je vous remercie.